Bonjour, tout d'abord merci aux organisateurs de cette invitation qui m'honore. Croyez-moi, la pubalgie en imagerie, c'est pas facile. Alors avec Lionel Pesquet, qui j'espère est arrivé, on s'est partagé le travail en deux. Moi je vais essayer de vous faire le pourquoi et lui va essayer de vous faire le comment. En fait, on sait déjà plein de choses. On sait très bien que ça peut être multifactoriel, mais surtout, en imagerie, on sait aussi que les irrégularités de la symphyse pubienne, tous les sportifs en ont, et en particulier tous les jeunes sportifs. On sait très bien que cet œdème de la symphyse, quasiment tous les sportifs professionnels en ont. Donc quand on voit une image, il ne faut pas lever les bras au ciel et se dire « attention, attention, c'est une pubalgie, c'est telle forme, telle forme ». Non, pas du tout. Au contraire, prenons le temps d'examiner ça tranquillement. Que tous les sportifs ont également une atteinte du tendon du long adducteur. Tous les jeunes footballeurs ont ça. Donc quand vous voyez une double fente, ne levons pas les bras au ciel. Ils ont tous une double fente. Alors comme vous l'a dit très justement Gilles tout à l'heure, la seule chose qui compte, c'est la correspondance entre l'image que vous voyez et la clinique. Le reste, je m'excuse, je vais être grossier, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Toutes ces images qu'on voit, on en voit beaucoup trop. De même, on sait également que c'est l'examen clinique, la topographie douloureuse, qui sera le point capital, et pas seulement les images que l'on vous montre. Et ça, il vous l'a bien montré aussi, et je pense qu'il faut le redire, c'est très important. Et puis, n'oublions pas les nerfs. N'oublions pas ces nerfs. Ces nerfs qui passent, il vous l'a montré, il fend la peau, et juste en dessous, il y a un nerf. Le patient pousse sur le nerf. Donc, fatalement, toute cette pathologie nerveuse est extrêmement importante. Et on comprend pourquoi ces gens ont ces douleurs sourdes qui vous expliquent bien. Ces douleurs sourdes qui leur empoisonnent la vie et qui les empêchent de mener leur carrière correctement. Leur carrière correctement. Alors, arrivons d'abord au premier stade de la détection. C'est vrai, avant d'arriver sur la table d'opération du docteur Reboul, il y a un cheminement qui est parfois très très long, parce qu'on n'est pas toujours dans les mains de gens qui connaissent particulièrement bien cette technique. Donc nous, en tant que radiologues, notre but c'est de faire le tri, et il y a beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, n'oublions pas les fractures de fatigue. N'oublions pas les fractures de fatigue. En particulier chez la femme, le cadre obturateur est un site vraiment particulier de fracture de fatigue. Il faut faire très attention à ça. Il y en a beaucoup qui passent à l'as. Deuxième chose, le psoas. Le psoas, c'est l'une des formes de la pubalgie. En fait, quand on l'examine correctement, quand on voit l'imagerie de façon satisfaisante, on se rend compte que ce sont des choses totalement différentes. Vous avez d'une part les pathologies tendineuses, mais vous avez aussi les pathologies... Vous avez aussi les pathologies myotendineuses. Pathologies myotendineuses avec ces remaniements autour du tendon en échographie comme en IRM, qui sont des formes tout à fait particulières, qui n'ont rien à voir, bien entendu, avec les traitements chirurgicaux dont on vient de vous parler. Ensuite, il faut éliminer toute cette pathologie articulaire, Gilles vous l'a dit aussi, et en particulier ces images de conflits, ces conflits avec ces déformations tout à fait importantes de la jonction cervico-capitale, les épanchements bien sûr, et ces pathologies labrales. Alors la pathologie labrale est une pathologie que l'on commence, il me semble seulement, à découvrir correctement. Il y a plein de choses à voir, il y a des fissurations, il y a des désinsertions, il y a des ruptures, mais il y a aussi tous ces kystes. Chaque fois que vous avez un épanchement intra-articulaire et que vous avez une petite fissure dans le labrum, eh bien sous l'hyperpression, qui est en intra-articulaire, le liquide va gicler et va former, par l'intermédiaire de la fissuration du labrum ou de la désinsertion du labrum, va former ce petit kyste. Et parfois, ce kyste va même s'insinuer entre le labrum et le psoas. Et là, le patient aura une gêne permanente, c'est toujours un peu inguinal, c'est toujours un peu difficile, aura une gêne inguinale permanente, et je pense que c'est une bonne indication de faire une ponction test diagnostique, de mettre un peu d'anesthésique locale, croyez-moi, ça marche très très bien, et directement, on aura la solution sans passer par des éléments plus agressifs. Voilà ce type de collection, vous voyez, ça se voit très fréquemment.
Ce sont des gênes permanentes qui sont ennuyeuses pour le patient. Vous le voyez, qui traînent beaucoup. Je pense que ça, on peut vraiment agir là-dessus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça à ce niveau-là. Il y a toute sa pathologie, par exemple ganglionnaire. Attention, ça, c'est une métastase de prostate. Ça, c'est un lymphome. Attention, il y a plein de choses à cet endroit-là. Il n'y a pas qu'on est tous, nous, très ostéo-articulaires, mais il n'y a pas que ça. Donc, il faut un petit peu élargir le débat, si je puis dire, et faire attention à ne pas partir à une mauvaise plume. De même, n'oubliez pas l'endométriose. L'endométriose de la paroi abdominale, en particulier chez les femmes qui ont une césarienne, c'est un diagnostic qui est souvent piégeant. Voilà. Donc, on a éliminé. Maintenant, on est plutôt dans le carrefour inguinopubien. Là, on doit regarder step by step tout ce qu'il faut voir pour essayer de préciser un peu le diagnostic. Alors, d'une part, on va regarder l'aspect de la paroi, l'aspect de la symphyse, son irrégularité. Mais je vous le répète, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas une corrélation avec la clinique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà, ici des images IRM, je pense que Lionel vous en remontrera tout à l'heure. Ensuite, on va vraiment regarder également les muscles de la paroi abdominale. Vous avez le droit de l'abdomen d'un côté, vous avez les muscles larges. Eh bien, ces muscles larges, à leur partie inférieure, peuvent être le siège de multiples lésions qui seront à l'origine de douleurs chroniques, suspubiennes, extrêmement gênantes, qui s'intègrent dans le cadre de cette pubalgie. Il y a d'autres pathologies que la pathologie traumatique. Vous avez par exemple des anthésopathies calcifiantes, distales au niveau de ce droit de l'abdomen. Et puis Gilles vous a parlé d'un muscle très important, c'est le pyramidal. Ce pyramidal qui vient ici tapisser le droit de l'abdomen, qui vient en prolongement des fibres des adducteurs, mais ce pyramidal, il peut être le siège de lésions spécifiques. Comme ici, c'était l'un de ces joueurs qu'on avait eu avec ce remaniement spécifique dans ce pyramidal. Donc tout ça, on va regarder tranquillement. Et puis vous voyez, je vous remets le schéma de Lionel Pesquet, que vous avez déjà vu. Pour moi, c'est le meilleur schéma, c'est celui qui m'a le mieux appris à comprendre qu'il n'y avait que le long adducteur qui s'insérait sur la symphyse et que tout le reste, c'était des insertions musculaires, le long, le court, le grand. Je pense que quand on voit ça, on comprend bien cette continuité qu'il y a entre les fibres du droit de l'abdomen doublées par le pyramidal et ce tendon du long adducteur avec les fibres qui passent en pont au-devant de la symphyse. Et là, bien entendu, on essaiera de visualiser ce tendon du long adducteur et en particulier de bien regarder ces images de désinsertion qu'on vous a déjà montrées et qui constituent l'un des pans de cette pubalgie. Je vous remontre d'autres formes d'atteinte de ce tendon avec les doubles fentes qu'on peut voir en échographie et en IRM, mais Lionel reviendra là-dessus après ça. Voici par exemple une fente qu'on voit très bien en échographie. Vous voyez ces doubles fentes qui se voient très très bien également en échographie. Il y a également des arrachements de corticopériostés. Vous voyez, vous avez différentes formes. On fait du Doppler pour voir si c'est actif, ça ne sert pas à grand-chose. Et de nouveau, par contre, vous voyez ici encore une petite calcification. Petite calcification, c'est un dépôt d'hydroxyapatite. Ce n'est pas un arrachement, c'est un dépôt d'hydroxyapatite. Et ces dépôts d'hydroxyapatite rentrent dans un tout autre cadre, justifient d'un tout autre traitement, mais peuvent bien entendu être détectés par l'imagerie. On ne va pas s'en priver. Bien, il y a le tendon, et puis en dessous, vous avez vu, il y a plein de muscles avec des jonctions mi-osseuses. Le court adducteur a une jonction uniquement mi-osseuse. Donc, cette jonction qui est plus profonde, on va la rechercher, on va aller la voir, là, avec cette désinsertion. C'est une topographie un peu différente, je pense que le traitement doit être également différent. Regardez ici quelques images d'échographie qui vous montrent ces désinsertions mi-osseuses du court adducteur au niveau de leur attache sur la symphyse. Le pectiné, je le mettrai à part. Le pectiné, il est plus latéral. Dans quasiment tous les épisodes de pubalgie que vous allez voir chez vos sportifs, en particulier chez les sportifs de haut niveau, il y a toujours une petite atteinte du pectiné.
Regardez les IRM, il y a toujours quelques hypersignaux qui traînent au niveau de ce muscle, et paradoxalement, il ne va pas tellement gêner nos patients. Il y a des... Voilà, par exemple, je vous ai mis ici, ça c'est quelqu'un qui joue en équipe de France et qui a joué un match international avec ça. Vous voyez, on peut avoir des hématomes dans le pectiné sans être trop gêné. Ce n'est pas du tout la même chose, en particulier pour un footballeur, bien sûr. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un long adducteur au point de vue traduction fonctionnelle de la patte. Et puis on descend un petit peu. Vous savez que le tendon du long adducteur se poursuit par une cloison frontale. Ce qu'on palpe là, c'est quoi? C'est la cloison frontale du long adducteur. La cloison frontale du long adducteur qui va s'enfoncer dans le muscle à l'union de son tiers superficiel et ses deux tiers profonds, eh bien sur cette cloison, il va y avoir des désinsertions. Cette cloison elle-même peut se rompre, avec bien entendu, dans certains cas survenus, d'hématomes qu'on va pouvoir ponctionner. Donc il faut descendre toujours un peu plus bas que la symphyse pour rechercher ces lésions des muscles adducteurs qui peuvent donner, et ça on y reviendra souvent, d'énormes remaniements cicatriciels qui vont bien entendu intervenir dans la symptomatologie clinique de nos patients. Une fois qu'on a fait ces parois, ces muscles, ces tendons, on va s'orienter cette fois-ci vers les orifices herniaires. Et en particulier cet orifice inguinal profond que vous a déjà montré Gilles Reboul, entre le droit de l'abdomen en médial et le paquet vasculaire en latéral. Vous avez ici l'artère épigastrique inférieure, et vous savez que lorsque vous avez un passage ici au versant médial de l'artère épigastrique inférieure, eh bien c'est soit un bulging, soit une hernie directe, et lorsque vous avez un passage au versant latéral, ça c'est le siège des hernies indirectes. Donc si vous voulez, il faut absolument préciser de façon satisfaisante le siège exact du passage par rapport à cette artère épigastrique inférieure et mesurer la largeur de cet orifice inguinal, parce que bien sûr, tout le monde n'a pas le doigt de fée de notre ami Gilles, et c'est pas si facile que ça, et une bonne mesure, croyez-moi, entre deux calipers, c'est quand même assez efficace également. Et puis, comme il vous l'a dit également, il y a des insertions hautes de ce tendon conjoint sur le droit de l'abdomen, et que la hauteur de cet orifice inguinal profond est très importante. Cette hauteur, vous le voyez ici sur le schéma, c'est ça qui va vous donner ces voussures que l'on voit chez certains sportifs, ces voussures qui seront de chaque côté en général du muscle droit de l'abdomen. On dira d'insuffisance pariétale, etc., etc. Mais c'est simplement des insertions hautes. Et ça, Lionel Pesquet, qui a beaucoup travaillé là-dessus à Bordeaux, va vous montrer ça beaucoup mieux que moi en IRM. Mais il faut donc non seulement mesurer la largeur, mais aussi mesurer la hauteur de cet orifice. Ensuite, on va bien sûr faire pousser le patient. Je vais essayer de faire démarrer ma vidéo. Voilà, il vous l'a montré également. Vous faites pousser le patient, vous voyez l'artère épigastrique caudale, et voilà, et vous voyez votre problème d'hernie. Mais alors, est-ce que c'est une vraie hernie ou est-ce que c'est un bulging? Alors ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Vous voyez ici que le fascia transversalis est transporté vers l'avant lors de cet effort de poussée. Et je pense que le truc qui est important à voir, c'est qu'il n'y a pas seulement des bulging, mais il peut aussi y avoir des vraies hernies directes. Et dans ce cas-là, comme il vous l'a dit, vous aurez des structures intestinales au niveau de votre orifice hernière. Et c'est ça, avec le fascia transversalis, qui fera la différence. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que Lionel vous en parlera également après. Ensuite, il n'y a pas que l'orifice, c'est un canal entre un orifice profond et un orifice superficiel. Eh bien, ce canal, on va le scanner. On va le scanner depuis la racine de la cuisse pour aller vers les éléments vasculaires à la recherche de plein de choses, à la recherche de lipome, à la recherche de lipome, à la recherche de ganglions, à la recherche... ici, c'était un nodule de splénose. Oui, vous pouvez trouver dans ce canal beaucoup de choses, et je pense que c'est important de renseigner le chirurgien en préopératoire sur ce que l'on peut y trouver. Ensuite, on a vu l'orifice profond, mais n'oubliez pas qu'il y a un orifice superficiel. Et l'orifice superficiel, il est divisé en deux par le ligament inguinal. Au-dessus, ce sera l'orifice superficiel inguinal,
et en dessous, ce sera l'orifice superficiel crural. Et cet orifice superficiel crural, en particulier chez les femmes, est très important à étudier, parce que c'est là aussi que vous aurez de multiples petites images d'hernie, souvent extrêmement douloureuses, que vous allez simplement, lors d'une manœuvre de Valsalva, que vous allez mettre en évidence, vous allez glisser le doigt sous la sonde, et je peux vous dire que la patiente, c'est en général une patiente, vous dira toujours « Ah, c'est là que j'ai mal !» C'est là que j'ai mal, mais au millimètre près. Au millimètre près. Parfois, elle a déjà eu sa prothèse de hanche avant, parfois, elle a déjà eu son hystérectomie avant. Ce sont des éléments qui sont en général très mal recherchés. Donc pensez bien à cet orifice crural, qui lui aussi peut être atteint. Et puis les nerfs. Et puis les nerfs. C'est évident que les nerfs sont importants. C'est pas facile à voir. C'est pas facile à voir. Nous, on ne peut pas fendre la peau. On ne peut pas fendre la peau. Donc on va voir ça. Alors certains nerfs se voient très très bien. L'ilio-épigastrique ici se voit très bien. Et parfois, il peut être pris dans un magma fibreux comme ici. Et puis le reste, mais le reste est encore un peu work in progress. Il faut le dire que le reste, on voit quelques éléments nerveux, en particulier le long du cordon. On voit que ces nerfs, le long de l'aponévrose de l'oblique externe, peuvent être épaissis, mais c'est quand même un peu work in progress. Peut-être que Lionel, tout à l'heure en IRM, va nous en montrer. Bon, en écho, j'en ai quelques-uns, mais franchement, c'est pas facile. Alors, pour ça, par quelle technique? C'est bien beau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est simple, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. En IRM, il y aura l'étude anatomique, on va vous le montrer. On voit bien les structures profondes et on voit bien le démosseux. En échographie, on a une résolution spatiale qui est remarquable, et on voit, bien entendu, la dynamique. Donc, en fait, il n'y a pas photo. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Je pense que pour un sportif professionnel, c'est certain, et même pour un amateur, je pense qu'il ne faut pas hésiter à associer les avantages de ces deux techniques d'imagerie. Alors maintenant, on a vu la détection. Voyons un petit peu comment est-ce qu'on peut aider le chirurgien. Vous avez vu, c'est son examen clinique à lui qui est important. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'une part faire notre corrélation entre l'imagerie et la douleur du patient, surtout la douleur sous la sonde d'échographie, qui sera important pour lui. On pourra lui dire, ben voilà, il y a une étude qui montre qu'il y a une forme inguinale, hernière, mais qui a aussi une forme adducteur, ce qui pourra l'influencer pour faire un geste sur les adducteurs. Mais ça, en fait, il n'a pas besoin de nous. Le diagnostic, c'est le chirurgien qui le fait, et l'imagerie a très peu de rôle dans ce cas-là. Une fois que la détection est faite, croyez-moi, qu'il est chez le chirurgien, c'est le chirurgien qui a. Mais par contre, après la chirurgie, et là, on revient sur le topo de Christophe Baudot, le problème, ce sont les douleurs résiduelles, ce sont les adhérences, de temps en temps des hématomes, et ça, par contre, je pense que l'imagerie a un rôle pour dépister en particulier ces remaniements cicatriciels, comme il vous l'a montré. Quand vous avez un gros pougnac cicatriciel rétractile comme ça à cet endroit-là, je pense qu'il faut y aller. Il faudrait être plus agressif dans la technique de rééducation, comme il vous l'a dit, pour essayer de faire lâcher ces adhérences. Ce sera vraiment le but pour éviter tous ces malheurs dont on vous parle. Et c'est comme ça qu'on en arrive au quatrième pas, c'est-à-dire la prévention. Eh bien, la prévention, c'est d'abord ça. C'est essayer de dépister, au niveau de cette cloison frontale du long adducteur ou à sa périphérie, des lésions séquellaires, cicatricielles, qui empêchent l'élasticité de ce muscle, qui va faire en sorte qu'il y aura des phénomènes de traction répétés qui vont favoriser ce problème de pubalgie. De même, vous avez des gens qui ont des orifices trop larges, des orifices trop hauts. Eh bien, ces orifices, on va les mesurer. Je pense que dans le cadre d'un club sportif, il est tout à fait logique de faire de la prévention et d'aller rechercher s'il n'y a pas un élargissement anormal de ces orifices inguinaux ou une hauteur anormale par l'insertion trop haute sur le droit d'abdomen, dont va vous parler le docteur Pesquet après. Et puis alors, il y a aussi, dans le cadre de la prévention, on en a parlé hier soir à notre staff au PSG, il y a tout ce ratio entre flexion et adduction. Et pour ça, je pense qu'on a quand même quelque chose à notre disposition qui maintenant est un outil fantastique. On va mesurer donc cet angle d'incidence pelvienne, je ne vous reviens pas plus, je pense que vous connaissez ça au moins aussi bien que moi. Cette incidence pelvienne par rapport à la pente sacrée, et on a une
machine maintenant, je pense, à notre disposition, qui est un outil fantastique, c'est l'EOS. C'est l'EOS. Parce que n'oubliez pas qu'on est en présence de jeunes patients, qu'une radio de profil du bassin, c'est 10 000 radios de face de poumon. Alors une radio de poumon de face, c'est quoi? C'est 1 heure d'avion, c'est rien. Mais quand vous montez à 10 000, hein, ça commence à être quelque chose. Et donc il faut s'en préoccuper. Et que cette technique qui nous permet d'analyser le rachis dans son entier, avec le bassin, et comme le disait hier le professeur Saillant au staff, et aussi avec les membres inférieurs, parce que la flexion des hanches est très importante, c'est un tout. Je pense que cette analyse globale aussi doit faire partie de la prévention dans un club sportif, en particulier dans les troubles transversaux, parce qu'on voit le plan axial qui est également important, et qu'à ce moment-là, on aura vraiment quelque chose d'efficace, des outils qui seront fiables pour essayer de dépister nos sujets à risque, parce qu'on a quand même beaucoup de footballeurs qui ont des problèmes récidivants qui sont très embêtants. Donc voilà, donc pour conclure, avant de passer la parole à Lionel, je pense qu'il faut vraiment associer à la fois l'IRM et les ultrasons, que ce soit pour la détection ou pour la prévention, que pour cette prévention, on a un outil en plus qui est absolument indispensable, qui est l'EOS, et qu'il faut absolument que cette technique se développe, car elle est non irradiante et qu'elle peut rendre d'immenses services. Je vous remercie.